Dans cet enregistrement, Bernard de Montréal et François Peyotte discutent de la stabilité intérieure de l'homme. Ils soulignent que les choses positives et favorables aux humains sont impermanentes, tandis que les aspects négatifs et perturbateurs sont permanents. Bernard explique que cela est dû à l'instabilité de la conscience de l'homme, qui résulte de son manque de volonté, d'intelligence et de compréhension de l'amour. Il affirme que l'ordre, qui représente l'équilibre, ne peut pas exister sur Terre tant que l'homme n'aura pas évolué vers une conscience et une intelligence supérieures. Seul l'homme trinitaire, capable de maintenir l'équilibre dans tous les aspects de sa réalité, intelligence, émotion, vitalité, pourra expérimenter la permanence de l'ordre. Bernard souligne également que, dans la création, seules les forces de gravité sont permanentes, mais même celles-ci génèrent des mouvements d'ordre et de désordre. Il conclut en disant que l'homme devra apprendre à se libérer des illusions astrales et à utiliser son énergie de manière créative pour atteindre un niveau d'évolution qui lui permettra de vivre dans l'ordre. Il est question dans cet extrait de la déformation de la personnalité et de la nécessité pour l'homme de développer un mental vivant qui se nourrit de lui-même. L'auteur explique que l'homme vit dans un environnement instable et qu'il doit apprendre à comprendre sa relation avec cette instabilité afin de ne plus en être affecté. L'objectif est de devenir un être mental, capable de définir précisément sa relation avec la vie et de ne plus être influençable par l'extérieur. En construisant un ordre basé sur sa créativité et ses besoins, l'homme pourra évoluer et atteindre un nouveau stade de développement collectif. Il est donc essentiel pour l'homme de reconnaître l'instabilité de la création et de travailler à stabiliser son intériorité plutôt que de s'occuper de l'instabilité du cosmos dans son ensemble. L'homme doit prendre le contrôle de sa situation immédiate et créer un ordre dans son environnement pour progresser, mais il ne doit pas chercher à prendre le contrôle de tout le cosmos au risque de devenir fou. L'homme ne devient pas fou en prenant conscience de l'instabilité de la création, mais il peut être perturbé par des pensées d'instabilité qui interfèrent avec son mental. Il existe des forces dans le cosmos qui peuvent influencer la conscience humaine avec des pensées non créatives. Ces pensées sont en relation avec la réalité et peuvent même façonner la réalité. Les pensées de l'homme doivent être maîtrisées pour vivre une vie stable sur le plan psychique. Les Occidentaux vivent cette instabilité sur un plan philosophique, mais cela ne change pas la nature de l'homme. Il ne suffit pas de contempler philosophiquement l'impermanence de l'univers pour mettre de l'ordre dans sa vie ou pour être créatif. L'homme doit apprendre à faire le tri dans ses pensées et à ne pas accorder trop de valeur aux pensées psychologiques. Il ne faut pas non plus rejeter cette réalité, mais plutôt la comprendre tout en gardant une structure psychologique solide. Toute pensée, qu'elle soit philosophique ou cartésienne, est une pensée subjective qui n'est pas créative. L'homme est une chose qui peut être petite ou grande selon sa capacité à réaliser sa créativité. Dans cette discussion, l'accent est mis sur la capacité créative de l'homme, qui est considérée comme très grande. L'homme est défini comme la jonction de l'énergie créative cosmique avec le matériel. Cependant, il est souligné que la pensée philosophique ou matérielle de l'homme est influencée par la mémoire et empêche une pensée créative absolue basée sur l'ordre psychique cosmique. L'homme est présenté comme un produit nouveau qui émerge de la destruction de la polarité et qui peut créer l'homme dans son esprit, ainsi que l'ordre dans la société et la civilisation au fil des générations. La nécessité pour l'homme d'étudier les composantes dynamiques du cosmos est mentionnée. Par exemple, en appliquant la science, l'homme peut faire le lien entre les mouvements gigantesques du cosmos et leurs particularités à l'intérieur de l'atome. Cependant, il est souligné que si l'homme se limite à une contemplation philosophique de l'infini sans l'appliquer scientifiquement, cela peut le conduire à la passivité, voire à la folie. L'homme est présenté comme faisant partie de l'infini, de la totalité, et possédant en lui les pouvoirs de cette totalité à l'échelle microcosmique. C'est dans cet aspect qu'il doit travailler et évoluer. Il est également mentionné qu'il est possible que l'homme ne soit pas la dernière étape de l'évolution et qu'il puisse être supplanté par une autre espèce ou quelque chose de totalement différent. Cependant, cela n'empêche pas l'homme d'explorer sa capacité créative et d'évoluer dans le présent. L'homme possède un potentiel évolutif qui lui permettra, dans le futur, d'avoir un corps invisible et de voyager dans le temps. Cette évolution ne nie pas l'importance de l'homme d'aujourd'hui, qui représente une étape importante de l'évolution. Cependant, chercher à comprendre comment l'homme sera dans le futur relève de la philosophie et de la métaphysique, et cela peut créer un déséquilibre si cela nous fait perdre conscience de notre réalité matérielle. Actuellement, la vie de l'homme occidental est souvent fragmentée entre le matériel et le spirituel, tandis que l'homme oriental a une approche
plus intégrée de ces aspects. L'évolution future amènera une synthèse de ces deux parties de la conscience humaine, et l'homme nouveau sera capable de travailler dans la société tout en étant totalement connecté à sa conscience intérieure. Cette évolution permettra de vivre une vie pleinement intégrée, où l'individuel et le collectif sont en harmonie. Il est important de ne pas juger l'homme en fonction de son passé, mais de voir son potentiel d'évolution. Les possibilités de développement futur font déjà partie de notre conscience interne et peuvent être perçues à travers des outils créatifs. L'expérience elle-même n'est pas toujours neuve, mais elle devient neuve lorsque nous la vivons de manière intelligente, en exprimant notre intelligence créative plutôt qu'en étant limité par notre subjectivité. L'homme du passé vivait ses expériences en fonction de ses failles et de ses imperfections psychologiques. Il vivait avec le doute et ne pouvait pas comprendre l'intelligence créative de ses expériences. En revanche, l'homme de demain vivra ses expériences en fonction de sa capacité créative à interpréter instantanément le mouvement de l'énergie à travers lui. Sa créativité ne passera pas nécessairement par ses pensées, mais sera le produit de l'activité de l'énergie à travers son mental. L'homme nouveau pourra vivre une paix intérieure en raffinant ses expériences. Il vivra dans un présent actif, dynamique et créatif, détaché du mémoriel subjectif de l'ancienne humanité. Le monde astral fait partie des images qui composent le mental humain, mais l'homme conscient n'a pas besoin de vivre ces images, car il vibre sur un autre plan où la pensée subjective n'est plus nécessaire. Cependant, si les paroles d'un individu provenant d'un mental supérieur sont enregistrées et interprétées par une audience, le collectif peut développer une astralité du supramental, ce qui peut être problématique. L'évolution de la conscience supramentale sur Terre est un processus long. En raison du poids puissant de la mémoire humaine, qu'elle soit individuelle ou collective. Les êtres humains sont progressivement obligés de vivre une nouvelle conscience et de remettre en question leurs anciennes croyances sécurisantes. La transition du mental inférieur astralisé vers le mental supérieur est normale mais nécessite du temps et entraîne des souffrances psychologiques. L'homme ne peut pas passer instantanément d'une étape à une autre et doit donc vivre graduellement la transformation de son mental inférieur astralisé. Cela implique de souffrir les effets corrosifs de cette énergie et de faire face à la tristesse, à la confusion et à la souffrance qu'elle engendre. L'objectif est d'atteindre un équilibre entre l'ego et la partie consciente et créative du moi cosmique temporairement incarné dans un cerveau physique. L'homme est contraint de faire cette transition car il n'a pas d'autre choix. Il doit expérimenter les limites de l'ego astralisé afin de pouvoir se libérer de cette illusion et évoluer. L'homme nouveau, dans cette évolution, ne peut pas se mentir à lui-même car il ressentira trop intensément les souffrances liées à l'astral en lui et dans le monde. La clé de l'évolution réside dans cette nécessité de voir et de ressentir cette souffrance. L'homme nouveau devient progressivement conscient de la valeur psychologique des vibrations de ses pensées et émotions, ce qui lui permet de corriger sa conscience et de rechercher la paix et l'ordre. Il est important de se méfier de la parole, car une fois la connexion faite, il peut être facile de se laisser entraîner dans l'illusion de l'astral et de considérer cette réalité comme la vérité absolue. Il est essentiel de prendre du recul et de rester conscient de la souffrance vécue pour ajuster sa parole et éviter de se laisser piéger par l'égrégore astral. La parole est facile une fois qu'on commence à pouvoir l'utiliser, mais il y a des hommes qui ont plus facilement accès à la parole que d'autres. Parler est une chose, mais vivre ce que l'on sait en est une autre. Si l'énergie est seulement extériorisée par la parole, cela revient à faire de la philosophie supramentale, ce qui n'a rien à voir avec la conscience et la vie consciente de l'homme. Il est important de pouvoir vivre ce que l'on sait et de parler ce que l'on sait, afin de développer la conscience supramentale de l'homme. Certaines personnes peuvent exprimer ce qu'elles savent sans pouvoir le vivre, tandis que d'autres peuvent vivre ce qu'elles savent sans pouvoir l'exprimer. Il est possible que la parole soit en avance sur l'action, mais il faut se méfier de cela. L'ivresse dans la parole des personnes qui commencent à parler provient du fait qu'elles n'ont pas encore le contrôle de leur énergie. C'est un état normal et elles devront s'ajuster avec le temps. Il est important de contrôler son énergie, sinon elle nous contrôlera. La parole non contrôlée peut être dangereuse pour la conscience supramentale, car elle peut créer des illusions que seule la souffrance peut éliminer. Dans les générations à venir, il faudra que l'énergie en nous soit utilisée de manière ordonnée et intelligente, sans être colorée par notre personnalité. Certains hommes vivent un problème d'ambiguïté lorsqu'ils réalisent que la parole est rapide et saccadée, mais cela fait partie du processus d'apprentissage et d'ajustement. Dans cette conversation, il est question du contrôle du débit de parole et de son effet sur les individus.
Certains vivent cette ivresse de la parole sans contrôle, ce qui peut être intensément satisfaisant mais entraîner des souffrances. D'autres choisissent de régulariser leur débit en laissant passer cette ivresse et en s'ajustant avec le temps. Il est évoqué que l'homme nouveau ne peut pas contrôler le temps, il vit dans le présent et doit faire face à cette énergie de parole. Selon sa personnalité et sa qualité mentale et émotionnelle, il vivra cette énergie différemment, mais il devra la vivre. Si le phénomène lui est expliqué, il pourra prendre conscience de la pression créée par la parole et la contrôler progressivement. Cependant, si la pression lui procure trop de plaisir, l'ego entre en jeu et il voudra continuer à vivre cette ivresse de la parole. La parole est comparée à une drogue, créant un plaisir interne auquel on ne veut pas renoncer. L'individu qui n'est pas habitué à la parole peut ressentir une sorte de délectation qui nourrit son ego. L'oratrice explique avoir adapté sa façon de parler au fil du temps, ayant utilisé un style plus puissant et choquant pour éveiller la conscience des individus, mais aujourd'hui préférant un style plus calme et relax. Ces séminaires ont également évolué dans ce sens. Dans cet échange, Bernadette de Montréal explique que les concepts sont illusoires lorsqu'on leur donne une valeur psychologique. Ils peuvent être utiles en tant qu'outil pour canaliser l'énergie et permettre à notre cerveau de travailler. Cependant, lorsqu'on les utilise de façon philosophique ou religieuse, on crée encore plus de mémoire et de forme, ce qui n'est pas nécessairement bénéfique. Elle souligne que le concept de réalité est un mot développé par les humains, tout comme le concept de Dieu, pour donner une qualité de permanence à notre conscience. Mais un jour, l'homme pourra vivre la réalité d'une façon cosmique, qui n'est pas intégrable sur le plan psychologique mais sur le plan de sa conscience universelle. Elle mentionne également que pour un homme conscient, la souffrance devient la seule réalité permanente, et sa réaction face à celle-ci devient cruciale. L'homme conscient souffre vibratoirement et on arrive à comprendre pourquoi il souffre, ce qui peut éventuellement le conduire à ne plus souffrir. Il est dit que tant que l'homme a une conscience qui n'est pas encore parfaitement intelligente, il y a toujours une possibilité de souffrance. La souffrance est le résultat de l'activité énergétique de sa conscience cosmique à travers ses plans humains. Cependant, à la fin de cette voie, l'homme voit que la souffrance n'existe plus et que l'ordre et la paix règnent. La souffrance est donc la dernière chose que l'homme connaîtra, la dernière chose qui le suivra et la dernière chose qu'il fera disparaître. Il est également mentionné qu'on ne peut pas analyser l'évolution de l'homme ni diviser le processus de transformation évolutive de l'homme. Chaque individu vit ses propres souffrances en fonction de sa personnalité et de ses conditions de vie, mais ce qui est commun à tous les hommes est la vibration qui crée la souffrance. Chaque homme peut ajuster sa sensibilité à ce qui le fait souffrir et dépasser sa condition psychologique de souffrance. L'idée est proposée que si des personnes qui ont bénéficié de l'approche de l'homme se réunissent et partagent leurs expériences, cela pourrait être utile pour le public en recherche de discernement. Cependant, il est souligné que chaque expérience est personnelle et peut être teintée par le point de vue de chacun. Il est donc difficile pour l'homme nouveau de comprendre la souffrance de l'autre. Dans cette discussion, Bernard de Montréal souligne que même si nous pouvons écrire des livres et partager notre vie avec les autres, il est difficile de réellement comprendre et accepter l'expérience des autres. Il est question de l'importance de l'objectivité et de la neutralité dans notre conscience pour pouvoir apprécier pleinement les autres malgré leurs imperfections. Il affirme que seule l'expérience peut permettre à l'homme de réellement voir et intégrer la conscience supérieure. La parole est un outil nécessaire pour transmettre la connaissance, mais c'est l'expérience qui permettra son intégration dans la personnalité de l'homme. La science supramentale, la science de l'esprit, de l'énergie et de la parole sont nécessaires pour initier ce mouvement, mais ce n'est que par l'expérience que l'homme peut réellement évoluer.